Bienvenue dans notre émission La Kabbale Science de la Vie. Nous avons avec nous aujourd'hui Mel, Bonjour Victor. Noga, Bonjour. Aline, Bonjour. et nous allons aborder un sujet qui nous semble être la clé de la réussite du monde de demain, de l'après-Covid. C'est l'éducation. Un mot qui semble concerner uniquement les jeunes, mais pas celle dont on va vous parler, car elle concerne tout le monde. Nous l'avons appelée éducation intégrale. Et nous allons développer ensemble le sens de cette nouvelle éducation. Alors, comme nous l'avons dit à l'introduction, l'éducation, c'est vrai que ça semble concerner les jeunes, mais éduquer, c'est pour apprendre. L'éducation nationale, c'est pour apprendre à compter, à lire, à écrire. Donc, en éduquant, on apprend. Et ce Covid, ce confinement, toute cette période, qui n'est pas finie d'ailleurs, il fait ressurgir des questionnements sur des sujets fondamentaux. Et ils nous font comprendre que ces sujets fondamentaux qu'on croyait acquis, il faut les revisiter, il faut les corriger. Ils sont pas parfaits, on se rend compte de leurs failles. Et ces sujets-là, qu'il faut revisiter, qu'on sent tous qu'il faut changer, il y a quelque chose qu'il faut qu'il change, on attend un changement. Ces sujets, c'est la famille, le couple, l'économie, la santé, l'écologie et le développement personnel. Et on va parler ensemble de ces sujets-là. Qu'est-ce qu'il faut revisiter? Parce que tout n'est pas mauvais dans ces sujets. C'est juste qu'il y a des choses qu'il faut garder et des choses qu'il faut peut-être changer, corriger. Et on va voir ensemble avec nos amis Noga, Aline et Mel comment on peut clarifier ces choses-là. La famille, le couple, qu'est-ce qui s'est passé pendant cette période de confinement? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui vous a semblé changer dans le couple? Alors, moi, je ne sais pas si des choses ont changé, mais je sais que cette période-là a éprouvé beaucoup de familles et de couples, puisqu'on avait l'habitude de vivre chacun de son côté au travail, de se retrouver en fin de journée, après des activités, autour des enfants ou pas. Et là, tout a changé. Les gens ont passé tout le temps libre, tout ce temps libre ensemble. Et ça a, pour certains, resserré les liens parce qu'ils étaient structurés d'une certaine manière. Et d'autres, eh bien, ça a perturbé les relations, voire même terminé de détruire des relations de couple parce que la difficulté à gérer la relation. Et alors, pourquoi? Je ne vais pas accaparer la parole, mais pourquoi? Je pense que c'est un lien avec apprendre à vivre ensemble, comment je peux m'effacer, pas m'effacer dans le sens de ne plus exister, mais au moins laisser de la place à l'autre, apprendre à se mettre à la place de l'autre, à comprendre l'autre, à donner l'importance d'une forme d'harmonisation de la relation au lieu du rejet. Et ça ne me plaît pas, c'est pas comme je veux, alors il y a une forme de rejet. Voilà, c'est au moins la communication dans le couple. Je pense également du fait que les gens ont dû rester chez eux parce que Covid oblige ou chômage partiel, ça les a forcés à être face à eux-mêmes. Ils n'avaient plus l'habitude. Nous vivons beaucoup par habitude. Donc, métro, boulot, dodo. Donc, il y avait une certaine routine, une certaine habitude. Et là, tout à coup, tout est chamboulé. Et les gens, la résilience, comme on l'appelle, ils n'ont pas su faire face. Tout à coup, être avec les enfants constamment, avec son conjoint. Et ça amène à se poser des questions, se dire, mais c'est la personne avec qui je me suis mariée, ça peut être il y a 2 ans, comme ça peut être il y a 20 ans ou 40 ans. Et tout à coup, vivre confinés presque les uns sur les autres 24 heures sur 24, c'est sûr que ça crée des tensions si on ne sait pas justement gérer et communiquer. Et j'avoue que la communication au sein de la société, chacun peut s'exprimer, pas que le couple, mais les enfants aussi ont des choses à dire. Je suis sûre qu'eux aussi ont été quand même traumatisés par cet événement, même si directement ça ne les touchait pas, parce qu'au début, ils ne craignaient pas d'être contaminés.
ça remet en fait parfois en cause les choix qu'on a faits ou tout simplement notre personnalité. C'est moi, je suis comme ça et c'est pas toujours facile à vivre. Oui, ça a aussi montré l'isolement dans lequel pouvaient se trouver certains, hein, puisque ça a empêché des déplacements. Et donc, des gens qui avaient très peu de relations se sont retrouvés très, très isolés. Je pense que ça, quand même, ça apporte ça nous oblige à réfléchir aussi à notre façon de vivre. On l'entend partout, hein, il y a une espèce de tournant dans la société. Et donc, cette situation ou d'être les uns sur les autres ou de ne pas être assez ensemble, ou en tout cas, vient poser la question de nos relations dans la famille, mais je pense dans la famille élargie, hein, dans le réseau social aussi. Et du coup, il y a vraiment beaucoup de gens qui se questionnent. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de ce questionnement? Comment on va réussir à construire et aller vers du positif? Ça, c'est la vraie question. Mais la famille est centrale, mais je pense que c'est toutes nos relations, hein, qui sont réfléchies par cette situation. Donc, le reconfinement, il a rapproché les familles. D'un coup, on se retrouve les uns sur les autres, regroupés, alors qu'on n'avait pas l'habitude. A priori, il y a des familles où ça allait bien, ça s'est bien passé, parce que le couple était solide, harmonieux, et d'autres, non, jusqu'à la violence. Parfois, on a entendu la montée de la violence conjugale. Alors, qu'est-ce qu'elle amène, notre éducation, là-dedans? A priori, le couple, quand on se marie, on nous explique pas ce que c'est. On se marie par amour, on rencontre une femme, on rencontre un homme. On y croit, on pense au bonheur et ça se passe des fois bien et des fois pas bien, des fois très mal et on nous explique pas. Alors peut-être que ça nécessite une éducation en plus pour les couples, les nouveaux couples, leur expliquer un peu où ils vont, qu'est-ce qui les attend, leur faire prendre conscience de ce que c'est un couple, s'ils veulent réussir, c'est quoi? Leur donner des conseils, disons, et si peut-être si on avait fait ça, il y aurait tous les couples, ça serait bien passé. On n'aurait pas laissé les couples a priori, ceux que ça s'est bien passé, ils ont eu la chance une chance, par exemple, et les autres, non. On est un peu livrés à nous-mêmes. C'est ce que j'ai entendu de ce que je conclus de ce que vous avez dit. C'est ce qu'on peut ajouter dans notre nouvelle éducation, l'éducation des couples. Pas les éduquer, mais les conseiller, les préparer, disons. Si vous avez des choses, à ajouter sur cette nouvelle éducation des couples? Je préciserai peut-être plus éducation en général, justement intégrale, c'est une possibilité de dialogue. Et c'est ce qui manque de nos jours partout. Dialogue entre les parents, dialogue entre les parents et les enfants, dialogue entre les enfants. Les gens ont peur de s'exprimer, ont peur d'exprimer leurs sentiments, d'être jugés, mal compris. Et du coup, je ne sais pas exactement pourquoi, psychologiquement, pourquoi la nature humaine fait qu'on réagit comme ça. Et donc, au lieu de mettre calmement les choses sur table, eh ben, on les accumule à l'intérieur, puis après, ça explose. Et sur des choses, des fois, mais banales, quoi, qui ne mériteraient même pas toute cette frustration et ces colères et s'énerver. Et en fait, cette éducation intégrale, par le dialogue, le fait de pouvoir parler calmement de choses, même si on est passionné, ça ne veut pas dire qu'on va tous devenir des robots et que plus rien ne va nous toucher, mais de se mettre la passion de côté, les émotions de côté et de parler calmement de choses et écouter autrui. Pas dire que ce que je pense et sans écouter l'autre. Et c'est cette notion de dialogue que je pense que l'éducation intégrale va apporter et à tous les niveaux. Si on apprend à communiquer, à dialoguer, c'est la solution, enfin, mes yeux. Pour compléter ce que dit Noga, il y a aussi l'idée que chacun a un rôle dans la famille et est-ce qu'aujourd'hui on est capable d'identifier son rôle dans la famille? Est-ce que chacun le connaît, ce qui est attendu de soi? Est-ce qu'il y a une communication dans le couple sur ce rôle? La difficulté à mettre à bien ce rôle, à le remplir, etc. Donc ça aussi, dans cet apprentissage dont tu parlais, alors je ne sais pas de quelle forme on peut prendre cet apprentissage, hein. Aujourd'hui, il y a des techniques très avancées d'apprentissage pour les couples, mais voilà, l'idée, c'est d'intégrer aussi cette notion-là, que ça fasse l'objet d'une communication dans le couple et que chacun ait une idée claire de son rôle, de sa place et des moyens dont il a besoin pour qu'ils puissent s'entraider, chacun avoir les moyens dont ils auront besoin pour remplir leur rôle
et le mener à bien auprès l'un de l'autre, auprès des enfants, dans la société, auprès de la famille dans le sens plus large, etc. Oui, oui, bah, je pense que dans le couple, en tout cas, ça pose la question de qu'est-ce qu'on fait ensemble. Est-ce que, parce que tout, oui, parce que en fait, cette question-là, elle est quand même centrale, puisqu'au départ, on a l'impression qu'on fait des choses ensemble, essentielles, effectivement, puisqu'il faut bien se nourrir, aller chercher à travailler, et ainsi de suite. Mais la réalité, c'est qu'il y a une vie extérieure très importante et on n'a pas travaillé notre intériorité. C'est vrai de manière individuelle comme de manière au niveau du couple. Et que l'apparence prend tellement de place que quand il s'agit de vraiment s'interroger sur le fond, on voit bien pourquoi, enfin, on parlait de l'isolement de certains, c'est aussi qu'à un moment donné, il y a des choses auxquelles on ne se confronte plus, c'est-à-dire vivre ce que quand on se détériore, qu'on vieillit, et tout ça, et ben, pourtant les couples sont amenés à le vivre ensemble. Donc, je pense que vous émettez une éducation pour les couples, mais je pense que ça serait une très très bonne idée que d'éduquer les couples, ou en tout cas d'avoir je sais pas, un permis d'être en couple avant de se marier. C'est comme le permis de conduire, mais tu as le permis d'être en couple. Avant de te marier, tu fais un petit stage et puis tu réfléchis bien à l'engagement que ça devrait être. Parce que c'est quand même des responsabilités. Et souvent, ça découle sur le fait de donner d'autres vies qui vont engager d'autres responsabilités. Donc, le couple, c'est quand même pas, ça ne devrait pas être juste un petit passage comme ça dans la vie parmi tant d'autres, quoi. Tout à fait. Et dans nos sociétés modernes, on a presque intégré l'idée qu'un couple, ça durait à peu près 5 ans et que les gens renouvelaient les unions comme ça à peu près tous les 5 ans. Voilà, comme là. Voilà, tout à fait. En fait, il n'y a pas de la garantie, c'est après 5 ans, ça passe. C'est pour ça que la garantie, c'est tu as passé le stage quand même. Tu as essayé quand même d'apprendre avant de. Mais je pense que cette idée de formation, justement, c'est pour des couples. Et en même temps que les jeunes, ou avant de se marier, ou même s'ils sont déjà mariés, je pense qu'il faudrait une formation. Genre, comment on appelle ça? Vous savez, comme les voitures, on les emmène au garage pour les révisions. Un contrôle. Je pense que les couples aussi, après quelques années ah oui, c'est vrai. de mariage, justement, de repartir et justement, et d'aller, mais pas d'aller juste parler entre eux ou avec un psy, mais en groupe. Vous savez, un peu comme les alcoolistes anonymes, vous savez, la force du groupe. Les gens voient en fait qu'ils ont les mêmes problèmes et qu'il n'y a pas, c'est pas si catastrophique et surtout, ils ont une sensation d'être compris. Et c'est très important parce que dans un couple, un homme et une femme sont différents et on a du mal à se comprendre. Parfois, je pense qu'il y a des essais philosophiques écrits depuis de nombreuses années. Et je pense que le fait de partager des expériences, ça aide toujours. Les amis, et ça nous aide après à affronter et à se dire, le jour où ça m'arrivera, j'aurai justement des outils pour savoir comment réagir. Donc, je pense que cette formation avant le mariage et pendant le mariage, et ça ne s'arrêterait pas en fait. C'est une formation qui devrait être une révision, ne fait pas 10 000 kilomètres après, mais je ne sais pas, plusieurs années. Et je pense qu'il devrait y avoir également une formation au niveau de ce que c'est aussi faire des enfants. Je pense que la société avait cette fonction d'une certaine manière. Dans les petites communautés auparavant, il y avait une espèce de portage de parents à enfants, de tantes, de cousins, enfin, dans les villages et ainsi de suite. Il devait y avoir ce genre de portage qui faisait qu'on acceptait un peu sa condition parce qu'on savait que les autres vivaient ça et ça nous faisait avancer. Et puis, je pense que c'était aussi un peu une question de survie. Et avec le temps, on est de plus en plus individualiste, on a besoin d'à peu près personne. On voit, hors confinement et hors Covid, on va au supermarché, on achète nos trucs, il n'y a pas besoin de grand-chose, c'est tout juste, voilà. Donc du coup, il y a vraiment, on passe à côté de quelque chose quand on confie toujours à l'extérieur ce qu'on devrait nous travailler à l'intérieur. Je pense qu'il y a vraiment cette question-là de comment on fait pour se retrouver et un peu élever notre intériorité pour pouvoir mieux vivre ensemble. Oui, ça pose aussi la question de la volonté d'arriver à cette situation-là où la cellule familiale prend de l'importance, qu'on veut la préserver, qu'on veut lui donner une place. Donc là, on parle d'une formation, ça veut dire que socialement, on est structuré comme ça. Parce que tu l'as dit, avant, c'était le rôle un peu des parents, de la famille, d'éduquer, de transférer. Puis il y avait l'exemplarité, donc on copie un peu des schémas qu'on connaissait. Aujourd'hui, si on copie les schémas qu'on voit autour de soi, voilà, ça reste
des cellules familiales où à la moindre difficulté, elle éclate. Donc, elle est menacée tout le temps, cette cellule familiale. Donc, qu'est-ce qui peut faire naître au niveau de notre société la volonté de redonner de l'importance à cette cellule familiale, l'inscrire dans un temps long? Voilà, ça reste une question aussi sociétale peut-être, pas seulement de l'affaire de l'individualité d'une personne, enfin du désir de chacun, mais d'un désir aussi collectif. C'est un épanouissement, faut qu'il y ait un épanouissement personnel, parce que aussi par le passé, il y avait tout le carcan, les préjugés, la société. Mais de nos jours, on voit bien tous les coachings, tous les gens. Bon, je ne vais pas être féministe, excusez-moi, mais bon, c'est vrai que les femmes, il y a eu une évolution, il a fallu se battre pour apporter des idées. Mais de nos jours, c'est vrai, on n'a plus spécialement d'exemples. Moi, je vois autour de moi, dans ma famille, ils sont quasiment tous divorcés. Certains sont remariés, d'autres pas du tout. Ils sont pas. Le bonheur à deux, enfin, ou deux, ou après avec des enfants, enfin, c'est pas facile, ça se construit, ça nécessite un travail sur soi. Hein. Et pour faire un travail sur soi, il faut apprendre à se connaître. Et je pense pas qu'on nous donne les outils. À l'école, on nous apprend un savoir, une connaissance, une culture générale, ce qui est très bien. Mais nos parents, enfin, eux-mêmes ne savent pas, n'ont pas reçu ou n'ont pas eu la chance d'avoir des parents qui leur ont appris, leur ont donné des outils pour faire face à la réalité et notamment comment gérer ses sentiments. Enfin, je peux parler que pour moi, mais je sais que moi, si je vois si j'arrive pas à contrôler les choses sans que ça soit quelque chose d'extrême, je peux en perdre mon sang-froid ou une espèce de panique comme ça intérieure et donc je vais réagir pas comme il faut et donc je vais sûrement blesser quelqu'un et après je serai frustrée, je serai malheureuse, je vais blâmer tout le monde ou je vais me blâmer moi-même. Donc on m'a pas donné, j'ai pas eu une espèce de manuel de comment, voilà, vous avez telle sorte de sentiment, de choses, des événements qui vous arrivent, et vous pouvez réagir comme ci ou comme ça, et vous avez des moyens de gérer. Il y a aussi des trucs tout simples, ne serait-ce que la respiration par le yoga, par des choses comme ça qui peuvent. Moi, tout ça, j'ai pas connu, quoi. Je sais pas vous, mais j'aurais aimé, honnêtement, parce que j'aurais mieux géré mes relations avec autrui. C'est ce qui est tout à fait étonnant, c'est qu'on s'est beaucoup ouvert et qu'on connaît tellement de techniques aujourd'hui que ça nous échappe totalement. Donc, c'est comment on se recentre. Parce que, effectivement, je pense que les techniques dont tu parles, le yoga, enfin, on sait que la méditation, après, ça s'apprend très jeune pour que ça fonctionne. Enfin, je veux dire, pour qu'on se l'approprie en tout cas, ou en tout cas, ça prend du temps. Après, il y a la question de ça, du temps. Il faut aussi savoir prendre son temps et pour pouvoir apprendre. C'est la question de la gestion de sa colère que tu évoques là, de la gestion de ses émotions et de son rapport à l'autre. Et ça, c'est les questions de développement personnel. Et ces questions de développement personnel, est-ce que ça doit faire aussi l'objet d'un échange, d'une discussion? C'est le premier endroit où on apprend ça, c'est la famille quand même, à se développer. Voilà, on va mimétiser, non pas mimétiser, on va mimer, pardon, on va mimer les comportements de ses parents, de son environnement pour gérer ses émotions. On voit que des parents colériques, le petit enfant, il va être rarement différent pour gérer sa colère. Il va se fâcher. Des parents qui sont violents entre eux, l'enfant, à l'école, il va aussi taper. Il va aussi apprendre à gérer ses émotions en fonction de ce qu'il a vu. Après, avec le temps, on grandit, on prend un peu de recul, mais un peu chasser le naturel et revient au galop. C'est tellement ancré depuis longtemps loin dans son être. Comment après, on peut en sortir? C'est le combat d'une vie des fois après. Si je peux ajouter à cette violence que vient de décrire Mel, et on va résumer un peu parce que le sujet est vaste, mais on en reparlera parce qu'a priori c'est un sujet très important, ça semble complexe tout ça. Et au sujet de la violence, ça commence où s'arrête le verbe. C'est-à-dire quand j'ai plus de mots, je frappe. Et c'est ce qu'on a dit là, c'est ce que vous avez dit, que la communication, parler avec ses enfants, parler avec sa femme, communiquer.
Et nous sommes des êtres parlants, c'est ce qui nous caractérise. Donc il faut parler. Mais parler, on ne parle pas pour comme ça. Pourquoi on parle d'ailleurs? Pourquoi on parle? Qu'est-ce qu'on dit quand on parle? Eh ben, on évoque des émotions, tout simplement. Ça sert à ça, parler. Alors des fois, on ne trouve pas les mots ou on exprime et on nous comprend pas et ça nous fait mal. C'est notre cœur qui est relié à notre bouche et des fois, il se cache, il veut pas s'ouvrir complètement. Le couple, la famille, le couple, c'est l'homme et la femme. La famille, c'est quand il y a des enfants. L'homme et la femme, c'est s'opposer, qui s'unissent ensemble, les livrer à eux-mêmes, comme vous l'avez expliqué. L'homme, il vient d'une certaine famille avec certaines valeurs. La femme vient d'une autre famille avec d'autres valeurs. Ils s'unissent ensemble, ils mélangent des valeurs. Chacun a ses références. C'est pas les mêmes. Des fois, c'est conflictuel. Avec ces 2 différences-là, essayer de faire quelque chose en commun, c'est difficile. On vient chacun avec ses références. Des fois, ça se heurte, ça crée des conflits, mais on n'a que ça parce qu'on nous a pas dit, on nous a pas donné, on n'a pas autre chose. Quand on grandit dans une famille, on hérite aussi ses valeurs. Si papa est raciste, je serai raciste. Heu, c'est mon papa qui a dit ça. Des fois, on le dit à l'école, à la maîtresse. C'est mon papa qui m'a dit ça. Parce que ce que dit papa et maman, c'est plus important que ce que dit la maîtresse. C'est eux qui tiennent la vérité pour les enfants. Donc on est un peu, comme ça emprisonné par notre éducation, disons. Mais par contre, on rencontre une femme et on veut fonder à nouveau une famille, nous, mais quelque chose de nouveau et ces 2 éducations, alors comment on fait? Qu'est-ce qu'elle peut amener notre éducation à ça? Eh ben, comme on l'a dit, comme vous l'avez dit, qu'il faut s'apprendre à se connaître soi-même déjà. Se connaître soi-même, c'est la femme. C'est quoi une femme? C'est quoi un homme? Ils sont différents, ça se voit déjà avec les yeux. Bon, faut pas être devin pour comprendre que on n'est pas conçus de la même manière. Après, d'accord, mais on peut procréer ensemble. On peut donner la vie, les enfants. Donc il faut apprendre, comprendre plutôt. Apprendre, non. Apprendre, c'est comprendre, parce qu'on a tous besoin de ça et c'est nécessaire à toutes les femmes et tous les hommes de savoir qui ils sont pour aider justement à, en même temps, préserver les valeurs dont on vient, parce qu'on ne peut pas effacer notre passé. C'est pas possible d'effacer d'où je viens. C'est pas possible ça. On peut pas, il faut pas demander aux gens l'impossible. Mais au-dessus de ça, avec ces 2 mélanges, ce mélange-là, créer quelque chose de nouveau qui sera quelque chose de commun. Ce commun-là, il n'existe pas parce qu'on ne se connaît pas. On vient chacun avec ses références et on va imposer ses références. On pense qu'elles sont les justes. C'est mon papa qui a dit ça. Ton papa à toi, et c'est pas vrai, il se trompe. Non, on n'a plus de papa, on n'a plus de maman. Maintenant, c'est moi papa, c'est toi maman et on va décider ensemble que ce que nous, on détermine qui est bien ou pas bien. On peut garder dans notre éducation ce qui nous plaît et rejeter ce qui nous plaît pas. Maintenant, on est grand, on n'a plus besoin de papa, maman. On peut décider tout seul. On est grand. Et nous, ensemble, on va décider cette nouvelle famille, ces nouvelles valeurs qui nous semblent justes. Et comment trouver cette justesse? Justement par cette éducation. Cette nouvelle éducation qui expliquera qu'est-ce qui est bon pour la femme, qu'est-ce qui est bon pour l'homme, qu'est-ce qui est bon pour les enfants. Et ça, c'est basé a priori avec la communication, le verbe qui exprime les émotions. Donc faire sortir les émotions à travers le verbe, se connaître soi-même. Et a priori, si on fait ça, les couples et la famille iront mieux. Et en même temps, cette base, cette discussion, ce dialogue, où on s'accepte en dépit des différences parce qu'on veut faire quelque chose, construire quelque chose ensemble, ça va permettre à chacun de s'accepter, pas se dire, parce qu'on a quand même souvent des fois, je me contredis, des sentiments de culpabilité, mais non, on n'a pas, on est comme ça, on n'a pas choisi, on apprend à savoir vraiment qui on est, quelle nature on est, et il n'y a pas à se dire j'ai honte, c'est pas bien, il faut apprendre à gérer qui on est et avec l'autre qui est, que ce soit une femme ou un homme, à apprendre à se vivre ensemble, à cohabiter, à accepter qui on est et à avancer
Et cette éducation intégrale, si elle continue au cours des années, enfin, on parlait au début de formation, genre avant de se marier, puis après peut-être au cours de leur vie de couple, ça leur permet donc toujours de se rappeler ça, et ça viendra naturel pour eux de discuter des choses et de ne pas être d'accord sur certaines choses. Ben, c'est normal aussi, on n'est pas fait pour être pareil, on est fait pour se compléter. Et pour se compléter, ça veut dire qu'on est différent, c'est comme un puzzle. Et je pense que donc justement, ça va permettre aux gens d'évoluer et de s'épanouir. Enfin, j'espère. Ben, on l'espère tous, en tout cas. Euh, Vous et disiez quelque chose d'important sur la question d'exprimer ses émotions, parce que c'est, en plus, alors la France, c'est le bon exemple pour… on a beaucoup de mots, on sait dire beaucoup de choses, mais on est tellement dans l'intellect que est-ce qu'on parle avec notre cœur? Est-ce qu'on a le droit de vraiment exprimer ce qu'on ressent sans qu'il y ait des… Et ça pose des difficultés d'exprimer ce qu'on ressent, mais c'est ce qu'il y a de plus juste. C'est-à-dire qu'il ne faut pas y avoir plus vrai que ce qu'on ressent. Après, ça ne veut pas dire que c'est bien, c'est mal, il n'y a pas de question là-dessus, mais ce qu'on ressent, c'est ce qui est juste pour soi. Comment ça peut être accepté dans un environnement où alors on doit réfléchir à ce qu'on dit, il y a tout un tas de protocoles dans nos relations qui sont difficiles à dépasser. Et c'est vraiment cette question du langage du cœur, c'est comment on peut être dans nos ressentis et dans cette écoute. Et je pense que le sujet suivant va tout de suite vous faire redescendre, parce que l'économie, c'est plus la question du cœur. On va mettre les pieds sur la terre, qui est essentielle et centrale. Mais justement, je pense qu'a pris une telle place que toute la question de l'humain, du cœur, de nos émotions, de notre vécu, il est mis au second plan. Et à la place, c'est mis l'économie, alors qui va devenir de plus… Je pense qu'il va aller vers une écoute de plus en plus importante de l'être humain sur la question de la répartition et du partage. Mais en tout cas, il faudrait redéplacer. C'est-à-dire que les pièces du puzzle, elles ne sont pas à la bonne place. Et on va voir que… Enfin, on va pas voir, on sait que l'économie qui dirige le monde, ce n'est pas le cœur, c'est la tête et encore, c'est les sous. Alors l'économie, Victor, ben oui, merci pour la transition en tout cas. Effectivement, l'économie, parce que bon, le couple, la famille, les enfants, tout ça, il faut les nourrir, ces braves gens. Les enfants, il faut les nourrir, il faut les habiller, il faut l'école, il faut des structures. C'est pas comme ça. La famille, si elle n'a pas de structure, si j'ai pas une crèche où emmener mon enfant, une école qui l'éduque, qui lui apprend, tout ça, ça nécessite toute une structure, une infrastructure matérielle. Et ça, c'est basé sur l'économie. Il faut des gens qui travaillent pour construire ces choses-là. L'économie, c'est quelque chose qu'on a créé, qui date depuis la nuit des temps. On échangeait avant des épices contre des denrées ou des choses comme ça. Chacun échangeait ce qu'il avait. Quand les gens ont commencé à naviguer, parce qu'au début, ils naviguaient pas, chacun se contentait de ce qu'il avait sur place, parce qu'ils ne savaient même pas que ça existait autre part. Ils n'avaient même pas de carte du monde. Donc, chacun vivait avec ce qu'il avait. Et puis après, il commence à avoir les échanges grâce au transport, les bateaux, les gros bateaux, les énormes bateaux, les avions, et ça bouge et ça échange. Il faut bien maintenant comment convertir des tissus en blé et du blé en… Donc, on a inventé la monnaie. On a inventé la monnaie, on a fait un système financier, on a échangé la monnaie, après on a formatisé la monnaie. Aujourd'hui, c'est des transactions financières, des millions à la seconde, dans tous les sens. La bourse, on a un système, un gros système complexe, lourd, dont on est tributaire, et on voit que ce système-là, en ce moment-là, il s'est arrêté un moment, là, et dans le monde entier. Et alors là, c'est un sujet fondamental, l'économie, parce qu'il faut qu'on mange, il faut qu'on ait un toit, il y a des besoins, autrement on meurt. Donc ça, c'est vital. Donc l'économie, elle se remet en question en ce moment, même par les économistes eux-mêmes. Piketty, qui est en vogue en ce moment, il dit que là, on est dans une période une période clé d'un changement du capitalisme. C'est-à-dire qu'on va on va garder le même, mais il va y avoir un changement. Alors tout le monde sent ce changement-là. Tout le monde est sûr qu'il est nécessaire et on n'y échappera pas. Mais en quoi il consiste, ça, on ne sait pas trop. On sait pas trop. En fait,
la difficulté, enfin, je pense la difficulté, c'est surtout qu'on se laisse croire que ça ne peut pas être autrement. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il n'y a pas de solution. C'est-à-dire qu'on est pris dans un système et puis on nous laisse penser ça parce que ça arrange certains ou parce qu'on n'a pas envie de faire l'effort d'essayer de changer. Et du coup, sur des questions de répartition, alors il y a des discussions tout à fait techniques au niveau économique sur est-ce qu'il faut mettre des impôts sur les multinationales qui vendent ici ou là, enfin, c'est un exemple, et comment faire une meilleure répartition, parce que c'est la question qui vient, c'est cette question de répartition pour que tout le monde mange. On pourrait poser des conditions de base, tout le monde devrait manger et avoir un toit, ça paraît quand même un minimum. Et pourtant, ce n'est pas du tout comme ça que fonctionne l'économie actuelle, en tout cas. Au contraire, je veux dire, c'est même sur l'enrichissement sans limite de certains, au détriment ou pas, on ne veut pas savoir d'autres. Mais c'est vrai que là, l'économie en a pris un coup. Et est-ce que ces réflexions vont être prises en compte? Certainement. Dans quelle mesure, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est que, bon, c'est le sujet d'après, mais c'est vrai que l'exemple de la santé aux États-Unis, tout est, je veux dire, quand on voit des systèmes qui reposent seulement sur votre enrichissement personnel et vous vous débrouillez et c'est comme ça pose quand même beaucoup de questions sur la place de l'humain dans tout ça. Donc, comment l'économie va replacer l'humain au centre, je ne sais pas, d'autant plus qu'il y a une espèce d'enjeu de pouvoir inconscient qui se fait que d'un seul coup, l'économie, c'est ce qui a pris la place. Et comment on va laisser, parce qu'il faudrait diminuer cette place pour laisser la place à l'humain. Et comment on va faire ça? Je ne sais pas. Les économistes s'intéressent beaucoup à ces questions. Alors, eux, ils répondent avec des réponses de… Tu citais Piketty, alors c'est ça, ça va être… on pourrait répartir les richesses autrement, en taxant par exemple toutes les ventes qui sont faites sur la planète. Exemple, je peux donner des exemples, j'ai le droit de dire des noms. Apple, je dis Apple par exemple, s'il vend 20% de ses ventes aux États-Unis, 20% seraient taxés aux États-Unis et donc pourraient fonctionner pour le pays. Et du coup, mais ça aujourd'hui, c'est pas du tout utilisé et on a laissé croire jusqu'à il n'y a pas très longtemps que ça pouvait pas être autrement, c'est-à-dire il n'y a pas de solution. C'est-à-dire qu'on fait comme ça, alors on enlève l'ISF, on remet l'ISF, voilà, et puis on fait croire que… Je crois que Noga, tu veux parler? Je vais te laisser la parole. Mais voilà, je pense que l'économie, en tout cas, ça peut fonctionner autrement. Et ça, c'est vrai à tous les niveaux. Mais ça veut dire que nous, à notre niveau, il faut avoir cette conscience et arrêter de… Quand l'hôpital dit oui, c'est pas, on est mal payé, on est machin et tout ça, il faut aussi que on sort de la victimisation et il y en a qui subissent et il y en a qui vont subir. Parce que je pense que ça, c'est un état d'esprit qui nous dessert tous et qu'il faut que toute personne se responsabilise par rapport à sa situation. Pas être dans une démarche de il y a des gentils, il y a des méchants, il y a ceux qui dirigent et il y a ceux qui se font diriger. Ça, je ne crois pas du tout à ça. Je pense qu'il faut être maître de notre situation et qu'à tous les niveaux, même vous parlez du couple, que fait le couple avec son budget? C'est une vraie question. Je veux dire, dans une famille, qu'est-ce qu'on fait de son argent? Comment on fonctionne? Qu'est-ce qui est le plus important, d'aller gagner de l'argent ou de passer du temps avec ses enfants? Jusqu'à quel point ça l'est? C'est tout ça l'économie pour moi. Donc en fait, ce qui semble évident, c'est justement au niveau que pourrait apporter l'éducation intégrale au niveau de l'économie. On voit bien que les systèmes qui ont existé ont échoué et c'est sûr que tout le monde est conscient d'un changement qui devrait arriver. Seulement, le monde justement est géré par le capitalisme à excès. Et que justement, si on remettait les valeurs, donc comment gérer, donc j'ai besoin de travailler, je travaille ce qu'il faut et je reçois ce dont j'ai besoin. C'est le célèbre adage de Marx. Et c'est vrai qu'aux États-Unis, tout ce qui peut avoir un côté social ou socialisme, et franchement, excusez-moi, c'est Satan pour eux. Ils veulent. Donc, je pense que ce côté-là, le rôle de l'éducation intégrale, ce serait vraiment d'apprendre, d'expliquer aux gens c'est quoi les mécanismes économiques, comment ils fonctionnent, sur quelles valeurs et comment replacer l'humain au centre d'un système économique qui permet l'épanouissement de tout le monde et que comprendre maintenant que c'est plus c'est la guerre froide, c'est les États-Unis contre la Russie ou maintenant c'est la Chine contre la Russie ou contre les États-Unis. On voit bien que c'est mondial, il y a une globalisation et que toute l'économie est touchée, est affectée par ce qui se passe. Et que ça ne sert à rien de continuer à spéculer sur
une récolte de blé ou sur l'eau à droite à gauche pour se faire, entre guillemets, encore des millions, des milliards dans les poches, c'est pas possible. Le bonheur, on peut plus vivre comme avant. Donc, je pense que là, l'éducation intégrale pourrait apporter justement un exemple de ce qui a échoué et prendre des choses. Il y a des choses bien dans le capitalisme, il y a des choses bien dans le socialisme, il y a des choses bien dans le communisme, et créer justement les compléter, comment on appelle ça, les mettre ensemble et prendre le meilleur de ce qu'il y a, tout en mettant l'être humain au centre et pas les intérêts ou les zéros à la fin du compte en banque. Parce que de toute façon, M. Bill Gates, il a beau être milliardaire, et maintenant, même s'il prend son jet privé pour aller machin, il sera peut-être pas exempté du Covid ou de la quarantaine il aura peut-être pas envie non plus d'acheter plein de choses parce que c'est plus nécessaire. Donc c'est sûr que mais là justement c'est vraiment une éducation. Je pense qu'il faudrait faire des valeurs, et notamment dans les pays dits capitalistes qui, comme c'est un peu triste à dire, mais comme c'est quand même les États-Unis qui fixent pas mal la donne mondiale, et là il y a vraiment un changement profond à faire. Ouais, ce système capitaliste, c'est un peu le modèle qui perdure depuis très longtemps maintenant. C'est l'idée que il y a des gens qui détiennent les moyens de production, et il y en a d'autres qui vont vendre leur force de travail. Et il y a un déséquilibre de revenus, de ce que ça peut apporter. Il y a aussi un déséquilibre des territoires, des pays. Il y a des pays où il y a beaucoup d'entreprises, donc il y a beaucoup de travail, il y a des salaires pour tout le monde. Puis des pays ou des territoires où il n'y en a pas beaucoup. Et donc ça crée aussi, le capitalisme crée aussi de toute façon des inégalités. On ne peut pas dire que c'est un système qui apporte de l'égalité et un bonheur pour tous dans les sociétés. Il y a certains pays qui subissent qui vivent dans un système capitaliste et qui sont très pauvres et dont la population est en souffrance. Donc, on ne peut pas non plus parler de ce capitalisme comme la solution, le meilleur des systèmes. Donc, c'est vrai que la crise l'a remis en question, l'a remis en cause, ce capitalisme. Pendant la crise, beaucoup d'entreprises qui vendent. Alors, c'est intéressant ce que tu as dit aussi concernant la répartition du revenu, parce que il y a des gens qui détiennent les moyens de production, mais il y a des gens qui ont un salaire et qui vont aussi distribuer ce revenu qu'ils gagnent. Et la manière dont on distribue, on achète ce qu'on consomme, ce qu'on achète, ça va aussi contribuer à entretenir ce capitalisme d'une manière ou d'une autre. Et donc, pendant la crise du Covid, tout ça s'est arrêté et la manière de consommer a complètement été déjà arrêtée dans un premier temps et remise en cause pour la première fois. Donc ça aussi, c'est intéressant. Est-ce qu'on va sortir pour autre chose? Ça a posé des questions, mais ça n'a pas pour l'instant induit de nouvelles pratiques, si ce n'est des pratiques qui étaient déjà un peu en sourdine dans la société, un peu existantes, comme des moyens de consommer plus propres, des moyens alternatifs pour ne pas abîmer la planète, etc. Alors, est-ce qu'on parle d'acheter français? Donc, c'est-à-dire qu'on va répartir son revenu sur des entreprises françaises, etc. C'est des choses qui existaient déjà, qui ont eu un peu plus de publicité et d'écho, mais ils n'ont pas eu non plus un rebond important. Donc, est-ce que la crise va suffire à modifier les comportements? Moi, personnellement, je suis un peu sceptique là-dessus. Mais au moins, ça a le mérite d'avoir interrogé les gens. Alors Piketty aussi, il ajoute quelque chose, il parle lui, il parle toujours du modèle capitaliste, hein. C'est le chemin du modèle capitaliste. Ce qu'il faut corriger dans ce modèle capitaliste, c'est la régulation. C'est que pour l'instant, il est pas régulé, c'est le no limit, c'est fini. Ils se sont rendus compte qu'il y a un moment, il y a des limites. Le tout bénéfice, tout le temps, la bourse, c'est plus possible. Et c'est lié aux ressources. Tout vient de la nature. Et à un moment, il faut se calmer. On prend, mais qu'est-ce qu'on rend? Rien. Donc à force de prendre, il n'y a plus rien. Et il n'y a plus rien Est-ce qu'il se pose la question par rapport aux limites de la nature, ou est-ce qu'il le dit dans le sens où le modèle, il trouve sa limite dans justement la limite de la consommation? Alors, très bonne question. Justement, moi, si je veux étudier l'économie, je vais dans une école d'économie. Et qu'est-ce qu'on m'apprend? Des modèles. Des modèles historiques qui marchent, qui fonctionnent. C'est comme ça que travaillent les économistes, sur des modèles.
Les modèles existants, ils sont arrivés à leurs limites, mais ils n'ont pas d'autres modèles. Donc, ils cherchent un autre modèle. Et ils ne cherchent pas un modèle complètement, totalement différent du modèle existant, mais ils cherchent un modèle, une adaptation au modèle existant à ce qui se passe maintenant. Et là, ils sont confrontés à des problèmes parce que les modèles existants ne fonctionnent que sur, justement, nos limites, et ça marche plus. Parce qu'il faut bien comprendre que les modèles des économistes sont basés sur des équations mathématiques, des algorithmes. C'est pas que des courbes, c'est des probabilités. Un économiste, il veut savoir demain comment sera l'action et il achète très cher des programmes qui lui donnent cette probabilité à des mathématiciens. Donc, toutes ces fonctions, ces équations, eh ben, les inconnus des équations ont changé. Les équations ne donnent plus des bons résultats. Il faut trouver ou de nouvelles équations ou des données compatibles aux équations. Et leur modèle ne fonctionne plus. Et c'est pas qu'il fonctionne plus, il fonctionne encore un peu. Ils craignent qu'il arrive à ses fins. Et le problème, c'est que problème économique engendre les guerres. C'est ça le problème. L'instabilité du pouvoir, la violence, etc., etc. Donc l'économie, c'est pas seulement important pour manger, bien que sinon on crève, mais aussi pour la stabilité sociale et gouvernementale. Donc c'est dans l'intérêt de tous. Mais c'est l'économie, oui, enfin, quand tu parles, basiquement, c'était bien quand tu as présenté au début comment ça a commencé, ces histoires de transactions qui ont toujours existé. Je t'ai toujours donné ça, tu m'as donné ça, on a fonctionné ensemble et voilà. Mais je veux dire, aujourd'hui, c'est plus cette forme-là, c'est une forme complètement spéculatoire de l'existence et des relations. Quand on met du blé en bourse, enfin, ça devrait être interdit, hein, je vous le dis tout de suite. Alors moi, je suis radicale, mais au-delà de ça, la question de l'économie, oui, pourquoi ces équations ne fonctionnent plus et elles mènent à une impasse parce qu'effectivement, ils connaissent les limites de ce système qui est en place. Moi, je ne suis pas anti-système ci ou ça. Je veux dire, je n'ai pas de modèle auquel je suis rattachée particulièrement. Ce que je vois, c'est que, en tout cas, il y a de fortes inégalités qui ont tendu à diminuer. On voit bien qu'il y a des pays qui ont émergé, hein, contrairement à ce qu'on dit. Nous, on voit nous qui diminuons, on n'a plus nos 5% de croissance, mais l'Inde et la Chine, depuis 15 ans, ils ne sont pas mécontents. C'est-à-dire qu'ils ont vu quand même beaucoup moins de pauvreté que ce qu'ils avaient. À quel prix? Et le problème de l'économie, c'est, moi, je pense que faudrait réfléchir à l'âme de l'économie, j'ai envie de dire, parce que quand derrière l'économie, il y a des économistes, hein, et les grandes économies qui existent aujourd'hui, elles ont été créées par des gens qui avaient une pensée, discutable ou pas, mais Smith, qui a été beaucoup utilisé dans les pays anglo-saxons, et donc le nôtre par voie de conséquence, c'est quelqu'un qui a écrit 5000 pages tout seul chez lui et qui n'avait pas une vie de famille très épanouie. Mais ça, c'est intéressant de voir qui est derrière une idée. Comment c'est repris et développé, c'est aussi une autre chose. Après, on a Keynes, dont on ne parle pas aujourd'hui, qui est un peu plus démodé, mais c'est Piketty à l'ancienne, on va dire. Et en fait, dans ces questions-là, c'est vraiment comment l'économie se reconnecte à l'humanité et à la Terre, hein, parce que j'ai envie de dire, quand je t'ai posé la question de est-ce que l'économie, elle est réfléchie en fonction des limites que peut fournir la Terre? Alors, nous, on se dit qu'il n'y a pas vraiment de limite si on prend soin. C'est-à-dire que si la Terre, on en prenait soin et qu'on était vraiment connecté avec elle, on nourrirait tout le monde et on serait dans des conditions qui sont correctes. Mais aujourd'hui, on est loin de là et il y a même des gens qui pensent que c'est irréversible, j'en sais rien, c'est pas moi qui peux le dire, mais c'est comment l'économie se connecte à l'humanité et à la Terre, à ce qu'elle peut produire et comment on va faire pour que tout le monde puisse en profiter de façon à peu près équilibrée. Mais je veux dire, les valeurs doivent changer, justement par l'éducation intégrale qu'on veut apporter, qu'il faudrait, c'est changer les valeurs. Oui, l'argent c'est important, oui, c'est bien d'avoir de l'argent, oui, on n'est pas censé vivre comme dans les cavernes autrefois, oui, on veut nos congés payés. C'est tout un changement des valeurs et de mentalité qui est nécessaire pour expliquer qu'une économie peut être juste et équitable et où tout le monde retrouve son bonheur. Parce que comme l'a dit Victor, les tensions, bientôt, bientôt, je pense que ça existe déjà, les pays font tourner la planche à billets, hein, et on connaît par l'histoire ce qui est arrivé, et que si il va y avoir on voit les tensions, par exemple aux États-Unis, ça a explosé pour une histoire de violence policière, mais peu importe, le problème est beaucoup plus profond.
mais il y a des problèmes en Europe aussi. C'est pas spécialement Black Lives Matter. Il y a plein de choses qui existent dans le monde entier. Et donc, l'étincelle fait que si après, je vais à la banque, là, demain, on me dit, mais je suis désolée, vous avez plus de salaire, les assédiques ne peuvent plus payer vous ne pouvez plus toucher votre chômage, comment je fais pour manger, payer mon loyer ou peu importe. Et donc, on peut arriver à une guerre civile et une guerre nationale, et vraiment quasiment une troisième guerre mondiale. Donc, c'est vraiment important de réfléchir ensemble, que les gens se posent des bonnes questions. Voilà, comme disait Mélika aussi, ce qui a fait le Covid, les gens commençaient à se poser des questions, mais attends, ma vie, elle n'est pas toute tracée comme ça, là. Je vais avoir ma retraite, je m'arrête de travailler à 60 ans ou 65 ans, je vais toucher mes pépettes et je vais pouvoir partir en vacances plusieurs fois par an et faire certaines choses. Et là, le Covid a tout remis en question. Donc, la solution, je ne l'ai pas, mais je pense que déjà, le fait de se questionner et de remettre en question un système, et en prenant, et pas, comme a dit aussi Aline, pas en condamnant, il y a des choses très bien dans le capitalisme, il y a des gens qui sont des entrepreneurs, qui ont des idées, je trouve ça magnifique de vouloir pouvoir changer ou améliorer les choses, mais en même temps, il ne faut pas que ça devienne, faut pas abuser, il ne faut pas exploiter autrui et pas mettre des enfants de 5 ans avec un salaire de 20 centimes de l'heure pour qu'ils fassent avec leurs petites mains des choses, des travaux que les adultes, c'est inconcevable, je veux dire, c'est inhumain. Donc, il faut remettre l'humanisme au centre de nos vies. Eh ben, la solution, c'est Aline qui nous l'a donnée, c'est que dans cette nouvelle équation qui va déterminer le nouveau modèle économique de demain, il faut incorporer la nature, la terre. Parce que, Et les hommes. Et les oui, hommes, ouais. Ouais. d'un côté, on a le fournisseur de toutes nos ressources, qu'elles soient alimentaires, les métaux, tout vient de la terre, si on regarde bien. Tout vient de la terre. Donc, il faut lui dire merci. Et il y a, à qui elle donne ça? À nous, les hommes. Super. Il y a assez pour tout le monde? Oui. Et on se rend compte, d'après ce qui vient d'être dit, que non. Il y en a qui n'ont pas à manger, il y en a qui mangent trop, il y en a qui ont à dormir, il y en a qui n'ont pas à dormir. Pourquoi? Parce que certains hommes humains se sont accaparés des choses à eux, et c'est eux qui ont le pouvoir de répartir ou non ce qu'ils ont. Alors que ça ne leur appartient pas, ça appartient à la terre. La terre n'appartient à personne, elle est à tout le monde. On s'est accaparé des ressources, on en a fait du bénéfice et du pouvoir même. Comme vous avez dit, le blé est en bourse. C'est surréaliste. La terre, elle appartient à personne. Donc, les équations de demain économistes, il va falloir qu'elles rectifient leurs variables, leurs inconnus, et qu'elles y incorporent comme variable la nature, la terre et les hommes, parce que l'un est pour l'autre. Et c'est pas possible qu'un seul homme ou un groupe d'hommes s'accapare des ressources de tous les terriens. Parce qu'il y a un moment, on va venir chez eux et on va leur bouffer leurs ressources, sans leur demander. Quand on a faim, on n'a plus de limite. On n'a plus de valeur, on a faim. Et je voulais donner un autre modèle qui s'appelle le kibbutz, qui est un vieux modèle, aujourd'hui qui a bien changé. Le kibbutz que j'ai connu moi, il avait deux choses. Il y avait les besoins et les désirs, ou les loisirs, ce qui est en plus des besoins. Les besoins, le kibbutz le donnait. Une maison, un jardin, à manger, tout ce que j'ai besoin pour mon corps et faire une famille, tout ça. Les loisirs, c'est autre chose. Il n'y avait pas d'argent, mais il y avait des bons. Des bons. Des petits papiers avec un bon. Et avec ça, je pouvais aller dans un endroit où je pouvais m'acheter des loisirs, des choses qui sont en plus. Et j'avais le droit à ça. Alors, je pouvais économiser mes bons et me faire un grand plaisir. C'était des bons à plaisir. C'était pas des billets. Et j'avais une boutique à plaisir. Et là, j'allais, je m'achetais des plaisirs. Alors, il faudrait faire ça peut-être. Tout le monde a besoin d'une maison, tout le monde a besoin de manger, tout le monde a besoin de s'habiller. Les besoins, ça,
La nouvelle économie, il faut qu'elle subvienne aux besoins de tous. Et les désirs, peut-être que ce soit une valeur pas financière, mais autre, des bons à plaisir, avec plein d'endroits où on pourrait se faire plaisir. C'est joli, ça, des bons à plaisir, hein. Ça peut pas être mieux que bon, le plaisir, quand même. Bah oui, puisque c'est ce qu'on cherche. Alors si Moi, j'économise par exemple 4 mois, j'aurai plein de bons et je pourrais me faire un gros plaisir. mais en même temps, pardon, je te coupe, c'est bon pour les avoir, hein. Bon, par exemple, tu dis je fais des économies, mais tu peux aussi par exemple, travailler, justement, la communauté qui booste, tu travailles, tu fais des choses, des services à autrui qui permettraient de recevoir des bons parce que tu rends service à autrui, tu fais un travail, et au lieu de recevoir de l'argent, Ah, ah oui, tu as raison, Noga, de préciser ça, parce que les bons là, c'est pas gratuit. Effectivement, voyez c'est pour. bien sûr, c'est en échange d'un travail. Alors maintenant, le travail dans le kibbutz, c'est pas forcé. C'est-à-dire que, par exemple, moi, on me dit, bah écoute, toi, il nous manque un jardinier, tu vas aller tondre le gazon là-bas. Bon, puis je tond le gazon, puis au bout de 6 mois, j'en ai marre de tondre le gazon, vraiment, ça me sort par le trou de nez. Je peux plus voir le gazon, je peux plus voir la tondeuse. Alors, je vais voir le responsable du kibbutz, je lui dis: «Écoute, le gazon, sympa, mais j'en ai marre». Et ben, il me dit: «Bon, il y a pas de problème, bah, écoute, il nous faut un au poisson là, tu vas aller». Alors il me change et puis comme ça, et puis à un moment, je trouve un truc, je dis: «Oh là là, là, je suis super, je veux pas changer». Mais il y a pas de contrainte. Il faut pas que le travail, ce soit une contrainte. Il faut que le travail mais il faut comprendre que tu peux pas avoir tes bons si tu donnes pas aux autres. Pourquoi je travaille au kibbutz? Pas pour moi, pour entretenir le kibbutz, parce que le kibbutz, c'est notre maison. C'est à nous. Donc il faut l'entretenir et on a envie que ce soit beau avec des belles fleurs, que ce soit propre, alors il faut bien le faire. Alors c'est nous qui le faisons. Il y a que du bénévolat au kibbutz, il y a pas d'employés, il y a pas de police. Il y a pas de police au kibbutz. Si quelqu'un vole à quelqu'un d'autre, il y a un comité, on lui dit: «Pourquoi tu as volé?» On lui explique que c'est pas bien. On voit pourquoi elle volait, peut-être qu'il lui manquait quelque chose, peut-être qu'il y a un problème, on règle le problème, mais on n'appelle pas la police. L'avantage aussi, c'est que, bon, par exemple, il y a des gens qui ont très envie, par exemple, tu as envie de beaucoup de plaisir, donc tu veux gagner beaucoup de bons. Donc évidemment, tu vas travailler plus, mais tu vas toujours faire. Enfin, c'est sûr, ce sera toujours. L'avantage, c'est ce genre, enfin, on appelle ça les genres de communauté, de vie communautaire. Il y a des possibilités énormes. Et je pense qu'aussi, au niveau de l'épanouissement humain, c'est que les gens, enfin les enfants, c'est qu'on dit généralement par les enfants, on leur permet pas de tester qui ils sont, de savoir les possibilités. C'est possible que, je veux dire, Oui, on dit bien que, sûr. on dit qu'il y a beaucoup de gens les enfants sont des génies quelque part. Et alors, on ne parle pas tous d'être Einstein ou d'être Mozart, mais je suis sûre que chaque enfant peut s'épanouir à sa personnalité, et donc il gagnerait ses bons en allant, il y en a, ça va être peut-être plus être dehors parce qu'il aime être dehors, mais il y en a, il va être dedans, à tout simplement arranger, à fixer un tracteur, enfin je parle d'un tracteur ou d'une table, peu importe. Et je pense que chacun, d'abord, ça remettrait en valeur le travail manuel, qui est en même temps aussi très thérapeutique, parce que ça nous occupe. Mais en même temps, comme on construit ou on fait quelque chose et on fait pour autrui, c'est un épanouissement parce qu'on se rend utile. Et ce savoir utile, c'est quand même, les gens qui dépriment, c'est parce que souvent, ils ne savent pas pourquoi ils vivent. Et donc, ce système de bons, en fait, il n'y a qu'à gagner, en fait. Et, et donc, ce bon plaisir, donc en fait, ça permet à chacun d'avoir ses propres désirs et de rester qui ils sont. Alors, Victor a beaucoup de plaisir, donc il veut beaucoup de bons. Et puis, par exemple, Aline, elle a dit, moi j'ai envie, mais j'ai besoin que de 5 bons. Et donc, elle travaillera en conséquence. Et donc, tout le monde est heureux et personne ne va juger puisque chacun contribue. Et c'est encore à nouveau remettre l'humain. Et bon, par contre, les kibbutz ont échoué. J'espère que si on explique aux gens par l'éducation intégrale qu'ils sont leur nature, les hommes, les femmes, les enfants, leur place, leur rôle, leurs différences et comment les gérer, eh ben, ça sonne utopique, je sais, mais je pense que d'abord c'est faisable et c'est même nécessaire puisque je pense que vraiment on est arrivé à une impasse au XXIe siècle là maintenant et le Covid ne va pas disparaître. Donc, c'est soit s'élever, comme on a parlé Victor, trouver quelque chose au-dessus et commencer quelque chose de nouveau. C'est vrai que parfois, il y a des gens commencer quelque chose de nouveau, ça fait peur. Tout le monde n'est pas des pionniers, moi la première, mais en même temps, c'est un désir général,
changement de mentalité qui s'exprime un peu plus chaque fois. Et si on le fait ensemble, vaut mieux essayer que rien faire du tout, de toute façon. De toute manière, on a le droit de rêver. Ça, personne ne nous l'empêchera. Et on a le droit d'avoir des idées aussi. C'est ce qu'on fait là. Effectivement, comme tu l'as dit, Noga, c'est le travail, il a changé de nature. Comme tu l'as dit, c'est plus pour gagner de l'argent, c'est pour être utile. Plus je suis utile, plus j'ai des bons à plaisir. Plus je donne aux autres, plus je peux recevoir. Et ça, c'est autre chose. Et justement, c'est ce que disait Aline aussi tout à l'heure. Tu disais comment, Noga, tu disais comment on peut. Eh ben, c'est ce rapprochement qu'il faut faire entre l'économie et l'humain. C'est que le travail dans l'économie, c'est quelque chose d'important. C'est pour produire. Mais c'est pour faire du bénéfice, pour exploiter l'homme. C'est l'exploitation de l'homme par l'homme. Il faut que le travail change sa nature. Il faut que les gens, quand ils travaillent, ils sentent pas qu'ils sont exploités ou que quoi. Non, ils sentent qu'ils sont utiles. Et si je vais travailler parce que je sens que je suis utile, je serai beaucoup plus motivé. En plus, je vais avoir des bons à plaisir. C'est top. Mais je suis utile. Alors qu'il y en a qui se sentent inutiles dans la société. On les appelle les exclus. Et ça, c'est inadmissible. Parce que je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un aujourd'hui sur Terre qui peut être inutile. Tout le monde peut servir à quelque chose. Donc, il y a un problème organisationnel. Réincorporer l'homme dans l'économie. Changer l'aspect du travail, pas pour gagner, mais pour être utile. Et grâce à ça, on aura plein de bons plaisirs. On pourra se faire plein de plaisirs. Je pense qu'on va enfin profiter de la vie, parce que quand même, on n'est pas là pour travailler. On ira travailler pour le fun, pour le plaisir, pas se dire « Ah, ça y est, c'est lundi, faut que j'aille. J'attends que le vendredi. Quand est-ce qu'arrive le week-end ?» Donc, je pense que… Alors, il y a une question qui se pose, qui me vient à l'esprit. Excuse-moi de t'interrompre, Noga. C'est moi, j'ai pas envie d'être utile. Mais ça, j'ai le droit. Mais il faut que je mange. Il me faut une maison aussi. Alors, ceux qui sont utiles, ils risquent de dire « Ah ben non, lui, il a qu'à dormir dehors. Il veut rien donner aux autres. » Non. Même celui qui veut rien donner aux autres, il aura le minimum. Mais par contre, il n'aura pas de bon à plaisir. Non, mais c'est sûr que voilà, les conditions de l'économie, ça devrait être manger, un toit et s'habiller. C'est ce que tu disais, hein, ça a déjà été évoqué auprès des économistes. Je ne sais pas, ça aligne, parce que moi, je crois avoir vu que pendant le confinement, quand on n'avait que ça, on était stressé. Ça nous manquait, les cinémas, les restaurants et machin. Non, mais ça c'est sûr. Après, comme tu dis, je suis pour les bons à plaisir. Hein. Après, je peux me satisfaire de plaisir naturel. Ce que disait Noga, 5 bons à plaisir et je peux aller à la plage qui est à côté. Là, c'est parfait pour moi. Mais ce que je veux dire, c'est que le problème, c'est quand même de pouvoir, d'imaginer, enfin, c'est pas une imagination, c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'on fonde des économies, on laisse croire aux gens. On a mis dans la balance, qu'est-ce qui est le plus intéressant ? Celui qui gère, qui organise tout ça, ou celui qui a la force de travail, par exemple. Et ça, je veux dire, ça ne devrait même pas être des questions qui se posent. On a besoin de tout le monde, tout est utile. D'ailleurs, on a vu comment on a ressorti à certaines professions, les sous-professions, les éboueurs, la caissière et tout, devenaient des gens utilité publique. Hein. C'est devenu. Non, mais ce que je veux dire, et on est amnésique. C'est pour ça que tu as raison, hein, la piqûre de rappel au cours de la vie pour les couples, les individus et ainsi de suite, ça paraît indispensable. Je pense que c'est vraiment la formation, c'est toute la vie, parce qu'on a tendance à oublier. On nous fait croire des choses il y a 15 ans. Aujourd'hui, ça s'inverse les questions du travail. Il y a de moins en moins de main-d'œuvre dans les pays européens industrialisés globalement. Et d'un seul coup, alors on a eu nécessité des émigrés dans les années 50, puis maintenant c'est vraiment, il n'y a plus d'emploi, donc c'est la faute des émigrés, et puis maintenant, de nouveau, il y a des pays comme l'Allemagne où s'il n'y a pas d'émigrés, il y a une population tellement âgée qu'il n'y a plus personne pour aller faire les petits boulots dont on a besoin. Donc, il faudrait aussi sortir de cette amnésie et que les économistes aient des obligations à ce niveau-là. Bon, on espère qu'ils nous écouteront, hein, qu'ils nous entendront, mais le minimum, c'est manger, toit et s'habiller, mais il y en a qui s'intéressent à ça. Hein. Je vous rappelle, le salaire universel, c'est un peu cette idée. Hein. On a un minimum pour vivre. Après, ceux qui veulent plus, ils peuvent aller bosser, ils peuvent aller faire des choses qui vont leur rapporter de l'argent en plus. Personne ne nous empêche de travailler et d'aller gagner de l'argent. Des bons à plaisir, c'est très bien. Mais voilà, en espérant que ça soit pris en compte et comme tu dis, surtout, cette terre, hein, comment elle va cette terre,
comment cette économie peut prendre en compte la production de la terre sans créer des déséquilibres. C'est une question d'équilibre, c'est comme le kibbutz, c'était très bien, mais on a des besoins individuels, il y a une réalité. Comment on compose avec la communauté et l'individualisme. C'est des équilibres. Voilà, dans la transformation concrète d'une société, pardon, moi je ne vois pas de choses, des bouleversements, à moins d'avoir une crise très grave. On a vu même le Covid ne va pas bouleverser la société. C'est des changements qui sont progressifs, lents, et déjà qu'on ait des comportements nouveaux et qui se généralisent sur j'achète ou j'attribue des revenus à quelque chose qui est bon pour tous, à quelque chose qui protège la planète. Ces deux valeurs-là, puisque c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure, c'est l'intérêt collectif du plus grand nombre et puis aussi la protection de la planète. Et déjà que mes comportements d'achat, mes valeurs personnelles, elles vont vers ça. Je pense que c'est déjà le prochain pas vers une société meilleure. Après, on peut voir, ça c'est de voir des choses d'un point de vue micro d'une société, mais après il y a le macro, parce que c'est sûr, je vais redistribuer, je vais acheter français, je vais profiter à la culture locale, mais le monde, il est global. Et donc, il faudra aussi qu'on organise quelque chose comme ça, un système qui est aussi général, où aussi les pays, dans leur communication, dans leurs échanges, ils valorisent aussi ça. Comment passer du local au global? C'est peut-être là le nouveau défi qui nous attend. Merci à vous en tout cas pour votre participation et à bientôt. À bientôt, au revoir. À très bientôt, merci à vous. À tous. Au revoir. Au revoir.